Bonjour. Aujourd'hui, je vais terminer le cycle des dégustations sur le millésime 2013 à Bordeaux qui a posé pas mal de problèmes. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler. Et pour donc terminer cette série de dégustations, je vous propose une des fines fleurs du Bordelais, le château Léoville-Lascaz à Saint-Julien, deuxième grand cru classé. Il est entre les mains aujourd'hui de Jean-Hubert Delon, le fils de Michel Delon. Je vous ai déjà parlé en partie de ce domaine puisque j'ai fait une vidéo du Clos du Marquis en millésime 2014. L'ensemble de la propriété fait une centaine d'hectares et à peu près moitié-moitié sur le Grand Enclos, c'est le vin de Léoville, et le Clos du Marquis un peu plus à l'ouest. L'ensemble de ce vignoble donc se développe le long de la Gironde, ce qui aujourd'hui a un atout majeur, pas tant pour l'été qui peut être caniculaire un peu partout, mais pour éviter ces gelées printanières qui risquent de devenir de plus en plus fréquentes, puisque la vigne débourre de plus en plus tôt. Alors pour s'en prémunir, évidemment, il y a des tas de possibilités, qui certaines sont très coûteuses. Il y a des tours anti-gel, je crois que je vous en avoir déjà parlé. Et puis il y a aussi tailler tard la vigne, plus tard qu'autrefois, parce que si la gelée frappe une vigne qui n'a pas encore été taillée, les dégâts sont moins graves. Mais enfin, ce n'est pas toujours la solution miracle. En 2021 d'ailleurs, Léoville-Lascaz s'en est très bien sorti, justement à cause de la proximité du fleuve. Jean-Hubert Delon est un personnage un peu, comment dire, discret, peut-être trop d'ailleurs. Il est très difficile de visualiser des interviews, de lire des interviews sur lui. Il s'en tient toujours à des généralités et on ne sait jamais trop ce qu'il pense vraiment. Il a pris la direction du domaine au milieu des années 90 et à mon avis il devait déjà ruminer un petit quelque chose à propos du classement de 1855. En effet, au primeur 96, je crois, ou 95, mais peu importe finalement, il a sorti le Léoville quasiment plus cher que les premiers crus classés. Ça fait l'effet d'une bombe dans le microscope bordelais, naturellement. Mais évidemment, la place de Bordeaux n'a pas suivi, il a dû en rabattre, comme on dit. En fait, il voulait avant tout faire un coup médiatique, parce qu'il estime que le Léoville devrait être classé aujourd'hui premier cru classé. A-t-il raison ou tort? J'aimerais bien avoir une opinion là-dessus, mais pour avoir une opinion là-dessus, il faudrait que depuis des années, je goûte les premiers crus et le Léoville en aveugle au fil des millésimes. Alors là, franchement, c'est pas à ma portée financière. Il est bien évident que Léoville-Lascaz, comme quelques autres, est un super second, et qui est tout à fait à sa place en tant que super second, comme par exemple Château Palmer, qui à une époque a surclassé Château Margaux lorsqu'il était laissé un peu à l'abandon, si on peut dire, par le négociant Ginestez dans les années 60. Il a donc dû faire marche arrière, si vous voulez, mais les cours de Léoville restent très élevés et oscille allègrement entre 200 et 300 euros, c'est vous dire. J'ai eu l'occasion, pour cette bouteille, de le payer sensiblement moins cher, sans doute un négoce qui voulait se débarrasser de ces 2013 qu'il trouvait un peu encombrants, et je l'ai payé environ 125 euros, ce qui correspond en fait à un second classé, et certainement pas à un super second. En réalité, je dirais que c'est le vrai prix de ce millésime 2013 qui a été trop cher payé à Bordeaux, avec certains châteaux qui auraient dû déclasser. Et si, je rappelle qu'ailleurs c'est ce qu'a fait Caroline Frey au château La Lagune, et c'était tout à son honneur. Donc au niveau de l'encépagement, eh bien, en 2013 et aussi un peu en 2014 d'ailleurs, les merlots n'ont pas toujours été à la hauteur des attentes, ce qui fait que la proportion de Cabernet Sauvignon est plus importante que d'habitude. Là, on est pratiquement à 3/4. Le reste étant moitié-moitié Cabernet Franc et Merlot. Les 2013 sont des vins qui, toute proportion gardée, ont évolué lentement pour un millésime qui n'est pas éblouissant en lui-même.
Le Léoville-Lascaz, du point de vue de son vieillissement d'ailleurs, rivalise, ça c'est sûr, avec les premiers crus classés. Il est donc très long à se faire. Alors si on ne veut pas attendre, eh ben, on peut goûter le Clos du Marquis, bien sûr, ou le deuxième vin, le Petit Lion. Petit Lion, pourquoi? Parce qu'un des portails de l'entrée du domaine a deux petits lions en pierre. C'est une architecture assez fréquente, on le retrouve d'ailleurs sur le Sauterne Château-Sud-Giraud, et précisément un de leurs deuxièmes vins s'appelle les Lions de Sud-Giraud. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. En 2022, c'est un directeur adjoint qui est arrivé à Léoville-Lascaz parce que Jean-Hubert Delon a quand même 75 ans, pratiquement aujourd'hui, et il pense à sa succession et il veut absolument former les enfants qu'ils reprennent le domaine dans les meilleures conditions, sans doute. Donc, c'est un fils de Bruno Prat qui, à une époque, possédait le château Coslis-Tournelle à Saint-Estèphe, qui vient rejoindre la propriété. Et ce monsieur, d'ailleurs, a d'autres activités. Il est copropriétaire du château d'Estoublon, dans les Alpilles, à côté, sur la commune de Fontvieille. Vous savez aussi que Carla Bruni a une part, ainsi que l'homme d'affaires Stéphane Courby. Et je vous avais peut-être déjà parlé de leur rosé, qu'ils essayent de faire passer discrètement comme un vin de la propriété, alors qu'en réalité, c'est un vin de négoce. Hein. Les raisins viennent d'une autre région de la Provence, et je trouve que c'est limite au point de vue commercial, d'autant plus qu'ils n'en font pas cadeau. Nous allons donc goûter ce Léoville-Lascaz 2013 que j'ai aéré un peu, que j'ai épaulé, comme vous le voyez là, parce que c'est ce que m'a conseillé d'ailleurs le château que j'ai contacté. Voyons où il en est. La robe est profonde et se tuile, mais pas complètement, ce qui confirme l'évolution très lente de ce vin. Alors là, on est groseille framboise, un joli mélange. Des odeurs boisées très fines. Ça passe au côté un peu réglisse envahissant qu'ont d'autres Bordeaux. Des notes de rose rouge. C'est très, très fin et net à la fois. Ça, c'est tout en finesse, on s'en doute. Il n'a pas atteint son apogée, mais il n'en est pas loin en fait. Hein. Les tanins se déroulent avec une grande douceur. C'est ça, dans les grands terroirs de Cabernet Sauvignon, les tanins sont si fins qu'ils finissent par se rapprocher, je trouve, des tanins doux du Pinot Noir de Bourgogne. La comparaison s'arrête là, naturellement. Alors, je vais vous reparler de ce classement de 1855 qui a fait couler beaucoup d'encre, ou beaucoup de vin, comme vous voulez. Et puis, c'était une espèce, d'une certaine manière, c'est un non-sujet. Ça dépend comment on regarde les choses. Quand j'étais jeune et que j'ai commencé à m'intéresser au Grand Bordeaux, j'ai eu la réaction classique du novice, si vous voulez, ouais, ce classement, c'est un truc historique, ça rime à rien, etc. Je rappelle qu'en 1855, les appellations d'origine n'existaient pas et que par conséquent, ça suffirait à disqualifier le classement lui-même. Donc évidemment, les cadastres de ces grands vins ont évolué, mais relativement peu finalement. Et on peut dire qu'au milieu de ce 19e siècle, on avait déjà un très bon recul sur les meilleurs terroirs, et donc ça n'a pas changé. Jean-Hubert Delon, en fait, il rumine dans son coin parce qu'il fait allusion, sans forcément clairement le dire, en 1973, Mouton Rothschild, qui pour des raisons historiques n'avait été classé que second cru en 1855, est officiellement passé en premier cru classé. Ce qui n'a pas changé grand-chose commercialement d'ailleurs. Alors il s'est dit, évidemment, si on l'a fait pour lui, pourquoi on ne pourrait pas le faire pour moi? C'est des discussions sans fin. J'ai lu récemment un article très fouillé sur une équipe qui, en 2011, a tout mis sur la table, si l'on peut dire, avec des dégustations comparatives sur plusieurs millésimes sur l'ensemble de ces crus classés. Alors je ne dirais pas que la montagne a accouché d'une souris, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les crus bourgeois
les meilleurs, empiètent largement sur les crus classés et effectivement les cours suivent. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait d'injustice. Évidemment, les propriétaires vous diraient que s'ils étaient classés, ils pourraient les vendre encore plus cher. Bon, comme quoi c'est finalement un peu une histoire d'argent. Qu'il y ait... Il y a bien sûr, ils proposaient évidemment de mettre Château Gloria à Saint-Julien, Château-Félan-Ségur, Saint-Estève en cru classé. Bah oui, ça tout le monde est au courant. On pourrait multiplier les exemples. Qu'il y en ait certains qui dorment un peu sur leur laurier, c'est vrai. Mais dans l'ensemble, la place de Bordeaux accorde des cours assez cohérents sur la réalité aujourd'hui. Autrement dit, si vous voulez vous faire votre petit classement 1855 avec un papier et un crayon, ce sera vite fait. Vous faites comme les courtiers en 1855 qui ont pris la moyenne des cours des 15 dernières années. Vous ne pensez pas qu'ils ont passé des heures, des jours ou plus à faire des dégustations d'aveugles entre tous ces crus. D'ailleurs, à l'époque, c'était donc des conditions historiques pour présenter les grands Bordeaux à l'exposition universelle. Et si vous voulez, il n'était pas question de... La médiatisation de ces vins était absolument sans aucun rapport avec aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut dire sur le classement de 1855, qui est, comme vous le voyez, à la fois un vrai ou un faux problème. Chacun en jugera. Deux petites choses sur les difficultés du vin de Bordeaux, qui reflètent d'ailleurs les difficultés générales de la viticulture aujourd'hui. Il y a deux éléments quand même qui sont absolument évidents à Bordeaux. C'est l'explosion des surfaces qui a amené les grands châteaux à faire des seconds vins et des troisièmes vins, et qui, par effet domino, ont empiété sur les marchés des vins un cran en dessous pour finalement terminer à encombrer encore un peu plus les Bordeaux et les Bordeaux supérieurs, ce qui est déjà les enfoncer un peu plus. Ils ont échappé par contre à l'inflation des appellations, qui est quand même un gros problème en France, et j'ai l'impression que ça continue allègrement au milieu des difficultés économiques de la filière. Ça aussi, c'est un sujet tout à fait tabou. Mais j'aurai sans doute l'occasion de vous en reparler. À bientôt.